Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à des membres du gouvernement, le bureau du Conseil de la Nation a adressé au président de la République Abdelmajid Tebboune qui a subi avec succès une intervention chirurgicale au pied droit, ses prompts vœux de rétablissement. Le chargé de mission auprès de la présidence de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Barad, était à Boch-Boiririj. Il a écouté la préoccupation des citoyens à leur tête, un meilleur service de transport public et une meilleure couverture Internet. Comment consolider l'écosystème numérique et start-up en Algérie, faciliter les transactions numériques et généraliser le paiement électronique. Un Finla Béné pour répondre à toutes ces préoccupations. À Gaza, 250 prisonniers palestiniens souffrent de la pandémie de coronavirus dans les prisons de l'occupation israélienne. Ils sont privés de soins, une discrimination que suscite l'indignation des ONG. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement, le bureau du Conseil de la Nation présidé par Salah Goudjil a adressé au président de la République Abdelmajid Tebboune qui a subi avec succès une intervention chirurgicale au pied droit, ses vœux de prompt rétablissement et un retour prochain au pays afin qu'il poursuive ses missions nobles et historiques au service de l'Algérie. On écoute cette déclaration. Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim, et au nom de mesdames et messieurs les membres du Conseil de la Nation, tout en suivant l'évolution de l'état de santé de M. le Président de la République, rend louange à Allah l'Omniscient, le Tout-Puissant, d'avoir couvert le chef de l'État de sa bienveillance et permis le succès de l'intervention chirurgicale qu'il vient de subir. Le bureau du Conseil de la Nation présente au président Tebboune ses vœux de prompt rétablissement et un retour prochain au pays, afin de poursuivre ses missions nobles et historiques au service de l'Algérie. La séance plénière au Conseil de la Nation ce matin a été consacrée aux questions orales adressées à plusieurs ministres de l'énergie, de l'industrie, du commerce, de la communication et des travaux publics. Cette instruction maintenant du Premier ministre Abdelaziz Jarrad aux membres du gouvernement où il insiste sur la nécessité d'accorder une importance capitale aux textes législatifs et organisationnels fournis par les différents secteurs ministériels et ceux présentés lors des réunions du gouvernement qui soulèvent un manque de maturité et de concertation sectorielle suffisante de ces projets de loi. Une situation qui se reflète négativement sur leur qualité dans le fond et la forme et qui peut pousser le gouvernement à demander une nouvelle étude ou une refonte complète dans le but de retrouver une nouvelle formulation de la loi. Dans un entretien au site d'information en ligne des Z54, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar, a précisé que la mouture de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral prévoyait des solutions efficaces pour l'éradication de la corruption qui a entaché la réputation de l'Algérie, qui a miné le rendement de ses institutions. Il a passé en revue les principales règles relatives au financement de la campagne ou des campagnes électorales, des mesures qui se veulent des puissants garde-fous pour la moralisation de l'acte politique. Dans un autre registre, Ammar Belhimar a indiqué que ceux qui tentent de faire croire le mensonge d'un prétendu conflit autour du pouvoir en Algérie savent très bien que le peuple algérien qui a élu son président de manière démocratique et transparente lui confère la légitimité qui manquait à l'ancien régime. Selon le porte-parole du gouvernement, l'Algérie privilégie le dialogue et la solution politique pour le règlement des conflits dans les pays frères, à l'instar de la Libye, dans le respect du parrainage de l'ONU, notre pays rejette toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Il a également affirmé le soutien de l'Algérie à toutes les initiatives visant à faire aboutir l'application globale de l'accord de Bamako pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi que son soutien aux pays du Sahel en matière de lutte antiterroriste.
Dans l'actualité de ce jeudi, le Conseil du président de la République chargé des associations religieuses et des Zaouïas, Aïssa Belakhdar, a rappelé à partir d'El Oued que conserver nos traditions et repères n'est pas en contradiction avec la modernisation de nos institutions religieuses. Couverture de Abdelwahab Dahmani, commentaire signé Amal Bouaqba. Face aux défis actuels, les écoles coraniques sont appelées à s'impliquer davantage dans la formation de citoyens éclairés et conscients des enjeux cruciaux pour l'édification de la nation, en adaptant leur programme aux spécificités de la société algérienne avec l'introduction de nouveaux modules. C'est ce qu'a affirmé Aïssa Belakhdar, conseiller du président de la République chargé des Zaouïas et associations religieuses, lors de sa visite à l'école coranique El Bayan d'El Oued. Les associations religieuses et les écoles coraniques sont appelées à faire face aux défis actuels, comme elles l'ont fait par le passé. Lors de la glorieuse guerre de libération nationale notamment, elles sont de ce fait invitées à éveiller les consciences à travers le développement de leur programme d'enseignement coranique en misant sur l'apprentissage du Saint-Coran, son explication ainsi que son inspiration pour que ces valeurs transparaissent dans les attitudes et l'action. Nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner pour accomplir ces missions. Le conseiller du président de la République a présidé lors de sa visite à l'école coranique El-Hajj El-Bekri une cérémonie de sortie des meilleurs récitants du Saint-Coran. Nous remercions les éducateurs et les enseignants pour tous leurs efforts. Nous nous félicitons de voir 20 enfants meilleurs apprenants du Saint-Coran. Nous saluons tout ce qui est fait pour la formation de ces enfants. La wilaya d'El Oued compte à elle seule 10 écoles coraniques, des écoles qui, dans le contexte actuel que traverse le pays, ont un rôle prépondérant à jouer pour faire face aux discours étranges à notre société, appelant à l'extrémisme, la violence et la haine. Et le chargé de mission des zones d'ombre à la présidence de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Red, était à Borj Bouarerij. Il a écouté les préoccupations des habitants, à leur tête un meilleur service de transport public et une meilleure couverture Internet. Adel Brahms. Pour la deuxième étape de sa visite de travail à Borj Bouarerij, le chargé de mission auprès de la présidence de la République en charge des zones d'ombre, Brahim Red, a fait escale dans le nord de cette wilaya, réputée pour la difficulté de ses conditions géographiques. Vu que nous ne manquons de rien, vous pouvez dire que nous sommes dans une ville et non pas dans une zone rurale. Ce que vous dites là est une reconnaissance des efforts consentis par les autorités locales. Ce dont dispose aujourd'hui ce village, on le trouve également dans tous les villages du pays. Et cela grâce à la sage politique du président de la République. Les habitants des régions sud de Borj Bouarerij ont revu leur doléance à la hausse après avoir bénéficié de plusieurs réalisations dans le cadre du développement local. Cette région est dépourvue de la couverture téléphonique et d'Internet. C'est une demande légitime. Les moyens de communication sont devenus une chose primordiale aujourd'hui, car l'école de demain sera celle de la tablette et ne sera plus l'école des cartables. Pour nous, c'est tout aussi important que le gaz et l'électricité. Si les 487 zones d'ombre de Borj Bouarerij profitent aujourd'hui des 722 opérations de développement, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire pour assurer une vie décente aux habitants de ces zones. Et une question ce soir, comment consolider l'écosystème start-up en Algérie, faciliter les transactions et généraliser le paiement électronique. La solution se trouve peut-être dans le laboratoire des finances. Fraîchement créé, permettra une meilleure inclusion financière et un meilleur accès aux consommateurs des solutions proposées par nos start-up. Qui sont ces acteurs réponses dans ce reportage signé Saïda Mayouf.
La place financière s'est dotée récemment d'un FinLab, ou laboratoire de la finance, dédié au développement de l'innovation technologique dans le marché financier. Pour Ben Mouhoub, le directeur général de la Bourse d'Alger, le FinLab est né à partir d'un manque à gagner en matière d'accompagnement du boom sans précédent des nouvelles technologies. Il devient nécessaire pour l'Algérie de réfléchir en fait sur des solutions technologiques qui pourraient donc booster d'abord le système financier, apporter de l'amélioration, de la transparence et permettre aussi en objectif ultime une meilleure inclusion financière pour permettre en fait à tous les Algériennes et les Algériens de pouvoir accéder aux services, différents services financiers à travers l'utilisation des nouvelles technologies. Abdelhakim Barrah, président de la commission de surveillance en opération de bourse, la COSOB, a pour sa part soutenu que ce laboratoire regroupant les acteurs financiers tels les compagnies d'assurance, les banques et les universités s'attellera à transformer en business des idées innovantes visant la modernisation du secteur financier. La première étape était la réflexion autour de la mise en place d'un FinLab avec les banques publiques, les assureurs et les institutions du marché. L'objectif de ce FinLab était de favoriser l'éclosion d'un écosystème qui serait favorable à l'innovation, notamment dans le domaine des FinTech, des InsurTech et tout ce qui est innovation pour le marché. Ce qui nous permet de ne pas être déconnectés, de ne pas accroître la fracture numérique et surtout d'offrir des produits de qualité aux investisseurs. Lancé par la COSOB en collaboration avec le ministère des Finances et la Société de Bourse d'Alger, le laboratoire de FinTech regroupera en son sein un acteur de taille, à savoir les startups activant dans le secteur de l'innovation technologique applicable aux services financiers. Il y a tellement de projets, il y a beaucoup de start-up aujourd'hui qui naissent en fait en Algérie. Il y a beaucoup de jeunes qui investissent dans ces domaines-là. Donc on essaye de créer une espèce de pont entre cette jeunesse, on va dire entre guillemets technologique et leurs idées, et de trouver leurs applications au niveau de ces acteurs eux-mêmes. Donc il y a par exemple dans le domaine des assurances, l'ASA par exemple a un incubateur. Les startups, c'est justement un incubateur de startups qui travaille dans ce domaine. Nous avons travaillé avec le ministre délégué aux startups et à l'économie de la connaissance pour une cartographie des startups qui activent dans le domaine des insurtech, des fintech et tout ce qui est relié à la finance. Donc bientôt, nous allons faire une journée pour rapprocher justement le travail de ce FinLab également, c'est de rapprocher les compagnies d'assurance, les banques avec les startups. Le champ d'intervention du FinLab s'étendra du financement alternatif des entreprises jusqu'au paiement en ligne en passant par la gestion d'épargne et les prêts afin d'offrir aux clients des services de meilleure qualité et moins coûteux. Et au moment où les entreprises subissent les effets de plein fouet de la délocalisation à travers le monde, certaines entreprises algériennes ont su résister en diversifiant leurs produits. L'exemple ce soir avec Orsim à Relizane, spécialisée dans la production de boulonneries. Elle a su diversifier ses activités, vous allez le voir, grâce à la fabrication de panneaux isolants. Reportage de Abdelaziz Alim, commentaire signé Bouchra Bouali. Située à Relizane, l'Orsim, société des industries mécaniques et accessoires, est spécialisée dans la fabrication et commercialisation des produits de boulonnerie et visserie. Créée en 2002, cette filiale d'AGM, Algerian Group of Mechanics, emploie plus de 300 personnes et possède 4 unités qui produisent une quinzaine de types de boulons et d'écrous. Elle en produit plus de 5000 tonnes annuellement. Nous produisons différents types de boulons et vis, dérivés, des goujons, des vis à métaux, des vis à bois, des vis pour les chemins de fer et d'autres pour les voitures. Nous avons déjà effectué une opération d'export vers des pays africains comme la Libye et la Tunisie. Actuellement, nous sommes en train d'intégrer des produits spécifiques très demandés sur le marché. Nous visons notamment la boulonnerie automobile. Ils sont demandés au marché, mais surtout, ce qu'on vise, c'est la boulonnerie automobile.
Le tissu industriel métallurgique de la wilaya de Relizane s'est par ailleurs étoffé par le projet de fabrication de panneaux isolants dans la zone de Sidertab. Concrétisé en 2019, le projet en question permet la production de 1 500 000 m² de panneaux isolants. Les panneaux isolants sont utilisés dans la fabrication des cabines sahariennes, les dépôts, dans la couverture des usines et dans les chambres frigorifiques. Grâce à cette usine, j'ai pu apprendre le métier. Nous avons été formés à de nouvelles techniques de production pour améliorer la qualité de nos produits. À Relizane, les opérateurs économiques qui veulent investir davantage pour développer leur région espèrent trouver un climat d'affaires plus favorable. Et on vous parle dans ce journal d'un fleuron de la construction et la réparation navale, la Société nationale Ecorep Perio, qui malgré les effets dévastateurs de la pandémie sur le secteur n'a pas arrêté ses activités. Pour sortir la tête de l'eau, l'entreprise compte désormais impliquer des partenaires privés pour moderniser ses productions. Reportage signé Yanis Aïd Belkacem. Nous sommes au port de Bouharoun, à l'ouest de la capitale, et c'est ici qu'est installé l'un des plus grands chantiers de construction navale, Ecorep Perio. Ce site s'étend sur 15 000 m² est spécialisé dans la construction des navires, bateaux, barques, en acier, en aluminium, mais aussi en fibre de verre. Cette coentreprise publique chargée de construction intervient également à la réparation, une activité demeurant fort rentable et qui leur a permis de rester à flot en cette période de turbulence. C'est une bonne chose qu'il y ait un atelier de réparation dans ce port de construction navale. Et en termes de distance, cela me convient. Ça m'empêche d'aller vers d'autres ports qui sont loin. Et la réparation s'est faite en un mois et ça m'a coûté moins cher. Et depuis peu, Ecorep Perio se retrouve avec un carnet de commandes amoindri. Les commandes ont diminué considérablement depuis quelque temps déjà. Nous avons aussi un manque de moteurs. Par exemple, ce mois, nous avons réalisé 4 navires. Je me rappelle, entre 2015 et 2018, nous réalisions 8 navires en l'espace d'un mois. Sans compter les petites barques de 4 mètres. Nous voulons engager un investissement, mais on a besoin des banques. Et on a besoin aussi d'un peu plus de participation des entreprises privées. Comme je vous l'ai dit, nous sommes une entreprise citoyenne et on souhaiterait un peu regrouper toutes ces entreprises. Donc on a cette volonté. Pour nous, il n'y a pas de secteur public, secteur privé. Il y a un secteur économique qui doit servir l'Algérie. L'entreprise qui a bénéficié d'un transfert technologique grâce à son partenaire français, Perio, une entreprise française qui n'est plus depuis un an à cause de la crise sanitaire. On a traversé toute l'année 2020 avec la pandémie du Covid. Ça ne nous a pas freinés. Je crois qu'on était une des rares entreprises à ne pas avoir fermé. On a maintenu l'activité, bon an, mal an. Et ça nous a permis d'avoir une meilleure osmose avec le personnel. Ils sont à cheval sur leur entreprise, ils sont là et ils font le nécessaire. Donc là, on travaille sur nos propres fonds. Avec ce qu'on gagne des petites embarcations en fibre de verre, on les dépense un peu en salaire, un peu en matières premières. Réhabilitation et modernisation sont entre autres les perspectives auxquelles aspire l'Ecorep. Nous avons 3 marchés importants. La construction de navires hauturiers pour la pêche hauturière et océanique. Le deuxième point, c'est la réhabilitation et la modernisation de la flottille actuelle. 50% a besoin de maintenance, de réhabilitation, de remotorisation. Et le troisième volet, c'est la réparation et la maintenance, avec l'acquisition du nouveau roulève. Le moins important, c'est la pêche, la plaisance. Donc on va essayer de développer chaque année une nouvelle petite embarcation pour la plaisance qui soit accessible à, disons, aux bourses moyennes. Malgré un investissement de 1,4 milliard de dinars par l'État pour le renforcement de cette infrastructure existante, Ecorep Perio a du mal à lever les voiles. Pourtant, un chantier qui pourrait contribuer au renforcement et au renouvellement de la flotte de pêche et l'aquaculture dans le pays par des produits nationaux. Et les produits nationaux, on en parle dans ce journal. On reste dans le domaine de la pêche pour s'intéresser cette fois-ci à une petite entreprise à Boumerdès qui fabrique filets de pêche et cordages pour la pêche en mer. L'entreprise tire profit d'un véritable besoin dans le marché national. Son carnet de commandes se remplit. Des produits de qualité qui sont vendus désormais dans plusieurs pays européens. Reportage d'Aya Dahou, commentaire signé Karim Haïfa. Après avoir recruté 6 ouvriers qualifiés,
Lies n'a pas hésité une seconde à se lancer dans cette filière. L'idée lui est venue après avoir constaté l'absence totale d'usines de fabrication de matériel de pêche en Algérie. Il installe alors sa petite manufacture à Delès. Objectif, produire des filets de pêche et des cordages pour la pêche en mer à des prix défiant toute concurrence. Ces fils lestés d'olives coulissantes et ces fils de plomb, on est les seuls au niveau national, voire au niveau du continent africain à les produire. Du matériel de pêche autrefois importé à des prix exorbitants. Aujourd'hui, ils sont vendus à moitié prix. Je connais ce monsieur. Tous les pêcheurs d'ici sont clients chez lui. On devrait le remercier pour ce qu'il fait. On achetait ces filets de pêche d'Espagne ou d'Italie. Un seul filet coûte la bagatelle de 70 millions de centimes. Cette entreprise, qui produit également des cordages pour la pêche en mer avec une très grande résistance à la traction et à l'abrasion, a su se faire une place sur un marché extrêmement concurrentiel, notamment en Europe. Il a des clients venus de Norvège et même des Français venus de Marseille. Filets de pêche plombés, lignes de mouillage, cordages en polystyrène lesté, toute une gamme d'articles de pêche standard, très faciles à manipuler et à stocker, sont produits dans cette petite entreprise qui double chaque année son chiffre d'affaires. C'est l'heure de faire le point sur la situation sanitaire en Algérie. 246 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 216 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. Et à Tegour, dans la wilaya de Ouergla, dans la 4e région militaire, une campagne de vaccination se poursuit par les éléments de l'armée nationale populaire. D'importants moyens matériels et humains sont mobilisés selon les directives du haut commandement de l'armée nationale populaire, qui vise justement à consolider les liens entre le peuple et son armée. Voilà pour ces images qui nous parviennent de Tougour dans la wilaya de Ouergla. 250 prisonniers palestiniens incarcérés dans les prisons de l'occupation israélienne sont atteints de coronavirus. Ils ont été isolés mais privés de soins. Les organisations onusiennes et plusieurs ONG dénoncent cette discrimination. Reportage à Raza dans notre correspondant Wissam Abou Zaid, commentaire signé Badia Marti. C'est en présence des forces vives et des familles des détenus palestiniens qu'a été organisé un sit-in de solidarité à Gaza pour dénoncer l'augmentation des cas de Covid-19 dans les geôles de l'occupant sioniste, accentuée par la négligence médicale envers ses prisonniers. Les détenus souffrent déjà d'être en prison. Ajoutez à cela la Covid-19 qui se propage dans leurs cellules sans que l'occupant ne prenne des mesures préventives ou ne leur prodigue les soins nécessaires. Une contamination galopante. Le nombre des prisonniers palestiniens touchés par le coronavirus a atteint environ 250. Ils sont mis en confinement sans être soumis aux examens médicaux nécessaires et sans le minimum de moyens de prévention. L'Organisation mondiale de la santé, le Comité international de la Croix-Rouge, les institutions internationales et l'ONU sont appelés à réagir et à intervenir en toute urgence pour sauver la vie de ces prisonniers menacés par le Covid-19. Virus que l'occupant laisse se propager sciemment pour exterminer le plus grand nombre de prisonniers. La famille du détenu Bassil Abou Arif n'a pas vu son fils depuis de longues années. Elle est très inquiète de la situation critique actuelle qui risque d'emporter leur fils. Je suis interdit de visite. Je n'ai pas vu mon fils depuis 20 ans. Il a plus vécu en prison que chez moi. Nous sommes très inquiets puisque nous avons appris que 250 prisonniers sont atteints de Covid-19. La négligence médicale au niveau des prisons a suscité la colère des Palestiniens qui dénoncent fermement cette situation. Retour en Algérie, vous connaissez certainement la mosquée de Ketchaoua qui fait partie de notre patrimoine. On vous invite maintenant à découvrir. Ça porte une véritable œuvre artistique. Ses dessins et ornementations nous racontent tout un pan de notre histoire. Le reportage est signé Hafsa Ghani, commentaire de Yasmine Messaoudi. Cette porte, véritable objet d'art, est seul témoin de ce que fut la mosquée Ketchaoua avant sa démolition en 1844
est conservé au Musée national des antiquités et des arts islamiques depuis plus de 150 ans. Cette porte a été apportée de la mosquée Ketchaoua, dont la reconstruction a été ordonnée par Hassan Pacha en 1794. Richement sculptée dans du cèdre à la façon des palais d'Andalousie, la porte de Ketchaoua à double battant s'impose du haut de ses 3 mètres, comme une œuvre d'art d'une rare finesse. Cette porte est ornée de décorations symétriques. On en trouve 4 de chaque côté. En bas, nous remarquons que les dessins en relief du côté gauche sont presque similaires à ceux de droite, avec de légères différences. Par exemple ici, on distingue ce giroflier qu'on ne trouve pas de l'autre côté. ولكن فيه بعض الاختلافات مثل بعض الأزهار التي نجد هنا زهرة الله مع زهرة القرنفل. Une porte qui se démarque par son authenticité et son raffinement architectural nous raconte l'histoire de la plus ancienne mosquée du pays, inscrite au patrimoine matériel mondial. Et de la plus ancienne mosquée vers probablement la plus ancienne huilerie. On vous invite à faire un petit voyage dans le temps, visiter une huilerie très ancienne qui se trouve près du Qsar, dans la ville de Béjaïa. Visiter cette huilerie traditionnelle, c'est dans cette huilerie donc le temps c'est comme figé, vous allez le voir, on produit de l'huile à petite quantité et à l'ancienne. Raouf Hamouch. Ici, nous sommes au village d'Ayet Youssef, wilaya de Béjaïa. Cette huilerie traditionnelle perpétue un savoir-faire ancestral, celui d'extraire de l'huile d'olive grâce à une meule, constituée d'une roue actionnée au moyen d'un bras attelé à un cheval. Cette huilerie traditionnelle m'a été léguée par mes ancêtres et comme vous le voyez aujourd'hui, il est très rare d'en trouver. Du fait de la modernisation des huileries, je trouve beaucoup de plaisir à extraire de l'huile par ce procédé ancien. Un travail difficile, parfois pénible. Malgré cela, Ami Houssine reste très attaché à sa vieille machine. Il est vrai que c'est un travail épuisant. Je me déplace souvent jusqu'à Aqbou pour acheter ce qu'on appelle Tishmsin. En plus de ça, vous devez obligatoirement prendre soin du cheval, car il travaille 2 mois sur l'année. D'après les connaisseurs, l'huile qui est pressée suivant ce procédé ancien est d'une qualité exceptionnelle et témoigne du grand savoir-faire de nos aïeux. Et on termine avec du foot. Le leader du championnat de Ligue 1, le AS Sétif, et son dauphin, le MC Alger, se livreront un duel à distance en affrontant respectivement en déplacement le CS Constantine et à domicile l'AS Ain Mlila à l'occasion de la 9e journée prévue demain. Linda Tepoul. L'entente de Sétif, dans la série d'invincibilité, toutes compétitions confondues, a pris fin samedi dernier à la maison face au Mouloudia d'Alger, se déplacera à Constantine pour défier le CSC avec l'objectif d'éviter une 2e défaite de suite qui pourrait être lourde de conséquences. Le CSC, qui reste sur un match nul à Skikda, tentera de décrocher son 2e succès de la saison et du coup relever la tête après un mauvais départ. Le dauphin du championnat, le MC Alger, recevra la AS Ain Mlila avec l'intention de l'emporter. L'Azam est appelé à puiser dans ses sources pour revenir avec la capitale. La GS Saoura, difficile vainqueur lors de la précédente journée à Béchar face au Nahd 2-1, effectuera un déplacement difficile à Tizi Ouzou pour croiser le fer avec la JS Kabylie qui est allée s'imposer chez le Wydad Tilimsan. De son côté, l'ASO Chlef, 5e au classement avec 13 points, qui a dû attendre le temps additionnel pour s'imposer vendredi dernier à domicile face au Cap Bourj Bouarerij. Aura rendez-vous avec le derby de l'Ouest face au Mouloudia d'Oran, invaincu jusqu'au-là. Le champion d'Algérie sortant le CR Belouizdad, qui a marqué le pas lors des 2 dernières journées avec 2 nuls de suite, sera certainement mis à rude épreuve sur le terrain du RCR Ilisen, avide de rachat après la défaite concédée à Alger contre l'USMA. Pour sa part, l'Olympique Médéa, considéré comme l'équipe la plus en forme du moment avec 4 victoires de suite, aura une belle occasion d'enchaîner un 5e succès lors de la réception du l'US Biskra.
Le Parado Athletic Club, dont l'entraîneur Hakim Malek a quitté son poste à l'amiable, partira favori à domicile face à la JSM Skikda. Quant au Nasr Hossein Dey, sous la houlette de son nouvel entraîneur Diri Bilal, accueillera le NC Magra dans un duel de mal classé qui devrait revenir aux locaux. Enfin, dans le bas du tableau, le Wydad Tlemcen et le Cap Borj Bouarerij, seule équipe à n'avoir remporté aucun match jusque-là, devront sonner la révolte pour enclencher leur mission de sauvetage, en affrontant respectivement en déplacement l'USM Blabbas et à domicile l'USMA. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.